Alors oui, il s'agit de parler de calcul quantique. Alors, n'ayez pas peur, il n'y a pas de prérequis technique particulier pour comprendre dans les grandes lignes au moins le sujet. Donc on va y aller progressivement. Et l'idée, c'est d'introduire quand même quelques nouveaux principes, parce qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, ça reste que très théorique. Je vais vous montrer qu'en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Je vais vous donner les outils pour pratiquer, vous, à la maison. Donc que ce soit des émulateurs ou des plateformes en ligne gratuites pour que vous puissiez vous former et puissiez commencer à faire quelques petites choses intéressantes et surtout commencer à avoir des résultats pratiques en termes de cryptographie, ce que jusqu'ici en fait qui était un petit peu limité. Jusqu'ici on a des résultats théoriques sur le sujet et là le but c'est d'introduire des résultats un peu pratiques sur ce sujet-là avec des idées un petit peu nouvelles pour ça. Donc on va parler des principes du calcul quantique, qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique, comment ça fonctionne et comment on fait tourner des algorithmes dessus, comment on calcule. On parlera des émulateurs qu'il existe pour modéliser un petit peu vos idées. On parlera des services de cloud et curieusement, il commence à y en avoir quand même pas mal. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer pour accéder à des services de cloud ou d'être chercheur dans une université. Non, la plupart sont gratuits et donc ils sont complètement libres d'accès. Vous pourrez vous inscrire dès la fin de cette session. Voilà. Et ensuite, je vais vous présenter quelques résultats de recherche sur des inversions de primitifs cryptographiques qu'on peut faire en pratique avec des ordinateurs quantiques. Et on fera une petite démo en ligne avec la puce quantique d'IBM. Voilà. Et on finira par une parenthèse fermante sur l'avenir de la cryptographie et ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, voilà, pour donner un peu des perspectives et essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 5, 10, 15 ans à venir. Voilà. Donc pour ma part, Renaud Lifshitz, chercheur en sécurité. Voilà, je fais pas mal de pentests. Je m'intéresse pas mal à tout ce qui est cryptographie, tout ce qui est objets connectés et tout ce qui est sécurité protocolaire en général. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu un concentré de cryptographie, donc un petit peu difficile pour cette heure tardive, mais je vous assure... je n'irai pas trop dans le dur du sujet. On va essayer d'effleurer que les parties complexes et parler juste plutôt des principes. Alors justement, à propos des principes du quantique, qu'est-ce que c'est le quantique? C'est en fait une description un petit peu bizarre du monde microscopique. Dans le monde macroscopique, on a les lois de la physique classique qui s'appliquent, Newton et tout ça, ça marche très très bien. Dans le monde microscopique, ça marche beaucoup moins bien. Et on a des lois un petit peu bizarres. Alors bizarres, mais toujours est-il qu'elles se sont avérées toujours très très vraies à chaque fois qu'elles ont été mesurées ou qu'il y a des expériences dessus. Donc du coup, il faut bien considérer qu'elles existent telles quelles. Et du coup, typiquement, les petits objets, les photons, les atomes notamment, se comportent à la fois comme des particules et comme des ondes. Et ça dépend de la façon essentiellement dont vous les mesurez. Si vous mesurez un objet comme une onde, il va se comporter comme une onde, vous allez le forcer à se comporter comme une onde. Et si vous mesurez un objet comme une particule, vous allez le forcer à se comporter comme une particule et donc il aura une position et une vitesse comme une particule bien identifiée. Donc en fait, la façon dont vous faites la mesure va influencer le résultat de la mesure et surtout la nature de ce que vous mesurez même. C'est ça qui est assez rigolo. Voilà. Sinon, dans le monde microscopique, il n'y a pas de mesure physique à proprement parler. Une particule microscopique, quand elle naît, elle n'a pas de position, elle n'a pas de vitesse, elle n'a pas de phase, elle n'a pas de spin, etc. En fait, elle est dans toutes ses positions à la fois, dans toutes ses caractéristiques à la fois. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une onde de probabilité. Tout ça pour dire que, en fait, votre particule, elle a toutes les chances d'être plus, elle a toutes les chances d'être moins, elle a toutes les chances d'être à tel endroit ou à tel autre. Et c'est au moment de la mesure, vous allez forcer la particule à prendre une valeur physique en termes de position, en termes de vitesse, en termes de phase, en termes de spin. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle va prendre des valeurs physiques. Mais lors de la création, la particule n'a pas de propriétés physiques et de mesures physiques à proprement parler. Ça, c'est dans le monde microscopique. Voilà. Alors, ça paraît peut-être un petit peu bizarre et ça paraît peut-être difficile d'utiliser ces lois-là, mais pour autant, c'est grâce à ça en fait, qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes. Alors, vous connaissez le bit informatique. En quantique, on a ce qu'on appelle le qubit. Le qubit, c'est l'équivalent du bit informatique, sauf que
on va pouvoir manipuler du coup des valeurs qui sont à la fois à 0 et à 1. Un ordinateur quantique, un ordinateur classique va manipuler un bit, c'est soit 0 soit 1, donc deux possibilités. Un ordinateur quantique, lui, va savoir manipuler un qubit qui est à la fois du 0 et à la fois du 1, c'est-à-dire en fait une particule qu'on peut à la fois mesurer en plus ou en moins, selon la mesure qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a 50% du 0 et 50% du 1. Et si on arrive à faire un algorithme qui va calculer sur ces qubits, bah, du coup, en fait, l'algorithme va s'appliquer à toutes les valeurs possibles des paramètres d'entrée et il va vous donner toutes les valeurs possibles des valeurs de sortie. Et c'est pour ça qu'on dit que le calcul quantique fonctionne en parallèle, puisque en fait, vous calculez avec toutes les valeurs possibles d'entrée de votre programme. Donc vous n'avez pas besoin de le relancer plusieurs fois, vous le lancez qu'une seule fois, hein, en gros, et vous avez tous les résultats possibles. Il a envisagé, entre guillemets, toutes les entrées possibles. Et donc, typiquement, imaginez par exemple un déchiffrement à faire, et vous passez la clé en paramètres. Là, vous n'avez plus à passer la clé en paramètres, il va supposer toutes les clés d'un coup, il va faire tous les déchiffrements possibles, et vous allez juste avoir à isoler la bonne réponse parmi tous les résultats. Mais en fait, vous avez juste à faire tourner une seule fois votre algorithme. Donc c'est assez magique. Alors ça se modélise bien au niveau algèbre, hein, il n'y a pas de mystère. Les qubits, on peut les modéliser sous forme de vecteurs colonnes, hein, simplement, avec deux nombres complexes, ou peut-être plus simplement avec trois nombres réels. En fait, un qubit, c'est simplement un vecteur unité qu'on fait tourner dans une sphère qui s'appelle la sphère de Bloch. Voilà. Donc le 0, typiquement, c'est un vecteur vertical qui pointe vers le haut. Et le 1, au contraire, ça sera un vecteur vertical qui va vers le bas. Et du coup, un vecteur qui serait horizontal, il serait à la fois entre 0 et 1, c'est-à-dire que quand vous allez le projeter sur l'axe vertical, il va soit prendre la valeur 0, soit prendre la valeur 1. Et du coup, quand il est comme ça, il est à 50% 0 et à 50% 1. Voilà, c'est une façon de le voir. C'est une façon mathématique de le voir, et de le modéliser, et d'avoir du coup des résultats cohérents avec tout ce qu'on connaît. Voilà, alors pour faire du calcul quantique, on a une petite condition quand même particulière, c'est qu'il ne faut pas faire de mesure en plein milieu, parce que je vous ai dit, dès qu'on mesure une particule, elle devient déterminée, hein, en termes de valeur, et du coup on perd la magie de la superposition et la magie du calcul parallèle, entre guillemets, qu'on aurait avec l'ordinateur quantique. Donc du coup il faut bien prendre garde à isoler complètement notre environnement de l'extérieur. Il ne faut pas qu'on ait de particules de l'extérieur qui viennent collisionner avec mes particules sur lesquelles je fais les tests, que ce soit des photons, des électrons ou n'importe quoi. Donc il faut que j'ai un environnement de calcul qui soit bien complètement isolé, hein, qui n'y ait pas donc de perturbations externes. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que mes particules, elles ne doivent pas partir vers l'extérieur. Autrement dit, je suis parfaitement isolé avec mon monde extérieur. Et du coup, pour des raisons thermodynamiques, j'aurai aucun échange d'énergie. Si j'isole complètement, c'est que aussi je ne peux pas faire rentrer d'énergie ou je ne peux pas en évacuer. Du coup, mon système il ne doit pas chauffer, hein, ou je ne dois pas lui apporter d'énergie en cours de calcul. Tout ça reste vrai, sinon je perds mon effet de cohérence quantique, hein, c'est-à-dire le fait que mes particules soient dans plusieurs états à la fois. Donc on peut voir ça comme ça. Du coup, cette conséquence, enfin ce principe thermodynamique fait que toutes les opérations, comme je leur apporte aucune énergie et comme je dégage aucune énergie, toutes les opérations se font basiquement sans énergie, hein, à part l'énergie qu'il faut pour isoler l'environnement de calcul. Mais en fait, un ordinateur quantique, du coup, ne consomme pas d'énergie. C'est assez curieux, mais c'est complètement bio et complètement écolo, hein, comme principe, puisqu'il n'y a pas de consommation d'énergie à part juste celle qui est nécessaire pour isoler de l'environnement extérieur. Donc tout se fait à énergie totalement constante. Et du coup, ça équivaut aussi au fait que toutes les opérations que je fais doivent être parfaitement réversibles. C'est-à-dire que si je fais une opération, je dois pouvoir faire l'opération inverse. Hein, parce que je n'ai pas détruit l'information, je n'ai pas évacué d'énergie, je n'ai pas récupéré d'énergie, donc je fais tout à énergie constante, ce qui fait que toutes les opérations en fait, sont réversibles. Autrement dit, toutes les opérations que vous pouvez faire avec un ordinateur quantique sont des opérations réversibles. Et ça, c'est un petit peu magique, et ça permet de faire des choses. Alors, dans les opérations réversibles que vous connaissez, le et, typiquement, ce n'est pas une opération réversible. Quand vous faites un et booléen entre deux valeurs, vous avez un résultat, à partir de ce résultat-là, vous ne pouvez pas remonter aux deux entrées. Donc le et, ça ne va pas être une opération réversible, donc ça ne va pas être possible sur un ordinateur quantique, hein, de faire un et. Par contre, vous pensez à un nom, un not,
Oui, un NOT, c'est parfaitement réversible, on sait faire l'opération et son inverse. Donc, en fait, il y a une porte qu'on note X, qui est simplement de faire une rotation autour de l'axe des X sur la sphère qu'on avait vue, et donc qui permet de passer de 0 à 1, et de 1 à 0, c'est l'équivalent de la porte NOT qu'on note X. Une autre porte intéressante qui est la porte d'Adamar, la porte H, qui elle va placer un qubit en état de superposition. Vous prenez un qubit qui est à 0 ou qui est à 1, et comme vous voulez calculer, vous voulez le mettre en état de superposition, donc vous voulez le mettre dans un état intermédiaire entre le 0 et le 1, donc le mettre comme ci ou comme ça, par exemple, de façon à ce que quand vous le mesuriez, vous le forciez à se redresser soit en 0, soit en 1, mais grosso modo que ça soit 50-50, c'est la porte d'Adamar, la porte H. Donc il y a une porte qui est réversible aussi, c'est même son propre inverse. Si vous appliquez 2 fois cette porte-là, elle revient à ne rien appliquer du tout. Donc ça, c'était des portes à 1 qubit, qui prennent 1 qubit en entrée et 1 qubit en sortie. La porte la plus simple à 2 qubits, c'est la porte CNOT. La porte CNOT, je vous ai dit, on ne peut pas faire de et. Alors c'est pas tout à fait vrai. On ne peut pas faire une porte qui prenne 2 entrées et une sortie, parce qu'on ne peut pas remonter à partir d'une sortie, retrouver les 2 entrées. Mais si vous prenez 2 entrées, 2 sorties, c'est possible. Vous pouvez faire quelque chose qui est complètement réversible, c'est-à-dire qu'à partir des 2 sorties, vous pouvez retrouver les entrées. Le CNOT, en fait, vous avez un bit de contrôle et un bit cible. Et le but de la porte CNOT, c'est si le bit de contrôle est à 1, vous faites un non sur le bit de contrôle. Donc c'est en fait un si, non, pour résumer, le CNOT, contrôle note. Voilà. Et vous avez une généralisation des portes CNOT qu'on appelle les portes de Toffoli, quand vous avez plusieurs bits de contrôle. Donc en fait, un si Q1, si Q2, alors je fais un non sur Q3. Voilà. Donc ça, c'est la porte la plus simple à 2 qubits. Pardon de vous interrompre, mais merci de ne pas toucher l'écran. Très bien. Autre porte à 2 qubits, la porte swap. La porte swap, très simplement, ça va être d'inverser 2 qubits. Donc, très simple aussi. Et à partir de toutes ces portes-là, en fait, on va pouvoir arriver à faire n'importe quel circuit logique. C'est ça qui est intéressant, c'est que n'importe quel circuit logique, n'importe quelle table de vérité booléenne, on va pouvoir la reconstituer à partir de toutes ces portes-là qu'on a vues. Ce qui fait qu'on va pouvoir implémenter, en fait, basiquement, à peu près n'importe quel algorithme, juste avec ces portes-là. Alors, on a quand même quelques difficultés. Ne faut pas utiliser trop de qubits à la fois. Pourquoi? Parce que les qubits, c'est encore rare. On va voir, les puces quantiques sont encore limitées en termes de nombre de qubits. Il y a des opérations qui sont un peu complexes. Juste ajouter 1 en fait, à un registre qui est composé de qubits, c'est compliqué parce que ajouter 1, il peut y avoir des retenues. Et gérer les retenues, ça va être avoir des qubits intermédiaires et propager la retenue. Donc rien qu'ajouter 1 à un registre, ça peut être compliqué. Quand on multiplie par 2 une valeur en machine, c'est juste un shift, donc c'est relativement simple. Là, un shift, c'est même plutôt compliqué, entre guillemets, parce qu'il va falloir recopier en fait, les qubits dans des qubits décalés d'un cran. Donc plutôt que de faire un shift, typiquement, on va préférer décaler les têtes de lecture. C'est-à-dire que décaler les index, on commence à l'index 0, on va commencer à l'index 1 si on fait un shift de 1, ou à l'index 2, le fait de faire un shift de 2. Donc ça va simplifier pas mal les choses. Et puis surtout, les qubits, c'est pas parfait, parce que c'est très difficile d'isoler complètement notre environnement de calcul extérieur, et un isolement parfait, ça n'existe pas en pratique, donc vous avez des petites erreurs de calcul de temps en temps. 1% des fois, vous avez, lorsque vous faites une opération, une porte ou une mesure, une erreur. Et du coup, il va falloir potentiellement utiliser des codes correcteurs d'erreurs pour arriver à avoir un résultat fiable. Voilà, alors pour faire des choses intéressantes, il va falloir pas mal de qubits, éventuellement des codes correcteurs d'erreurs, mais on verra, c'est pas forcément le cas. Et surtout, ce qui va importer, en fait, c'est le nombre d'opérations qu'on fait à la suite, les unes des autres. C'est pas tellement le nombre de qubits sur lequel on travaille, mais la profondeur du circuit, en fait, parce qu'à chaque fois que vous faites une opération, vous avez 1% d'erreur, grosso modo. Donc plus vous faites d'opérations à la suite, plus vous risquez de cumuler les erreurs. Et au bout d'une quarantaine de portes, vous avez plus de 40% d'erreurs, et au final, votre résultat, s'il est bon à 50%, et que c'est juste trouver 0 ou 1, grosso modo, ça ne veut plus rien dire. Donc passer une quarantaine de portes, grosso modo, on n'a plus de résultats fiables à l'heure actuelle. Mais en moins de 40 portes, on peut déjà faire pas mal de choses. Alors si vous voulez jouer avec des simulateurs, je vous en ai groupé 3 ici.
Il y a Quantum Inspire que j'aime bien, qui vous permet en fait de coder un peu en simili-assembleur, c'est-à-dire qu'au lieu de placer des portes graphiquement entre guillemets sur une partition, vous allez simplement avoir des instructions assembleurs en disant applique une porte X sur tel qubit, inverse les qubits 2 et 3, etc., etc. Et ça va vous reconstituer sous forme d'une partition graphique, ici votre schéma. Et vous avez la possibilité de simuler ce qui va se passer avec ou sans bruit. Mon préféré, c'est quand même Quirk dans les émulateurs, en mode web et en JavaScript. Vous pouvez le télécharger même en local puisqu'il est open source. algacert.com/quirk, qui est très très bien. Et c'est là pour le coup, c'est du drag and drop, il n'y a pas besoin de coder, donc c'est vraiment tout à la souris. Et vous avez les résultats instantanément, il n'y a pas besoin de compiler le circuit et de le faire tourner. Tout est en simultané et en live. Et si vous ennuyez dans le métro, vous avez même la version mobile sur Android, Quantum Circuit Simulator, où là vous pouvez faire vos petites simulations tranquilles dans le métro alors que vous êtes bloqué dans une rame. Voilà. Donc, typiquement, là vous avez un petit circuit très simple avec une porte d'Adamar, vous voyez, et une porte C-Note. Ça, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez ce circuit-là, qui avait été envisagé par Einstein, et qui parlait d'action fantôme à distance. C'était ce petit circuit-là qui lui a beaucoup posé de problèmes à Einstein. Il s'est posé beaucoup de questions, non, par la personne, l'action fantôme à distance. Voilà, on me souffle l'intrication à juste titre, effectivement. Donc là, il s'agit de mettre le premier qubit dans un état de superposition avec la porte d'Adamar. Donc on le met à 50% à 0, 50% à 1. Et ensuite, selon le sort de ce qubit-là, on va faire un nom sur le deuxième qubit. Du coup, en fait, si le premier qubit est à 1, ça va faire un nom sur le second qui est à 0, donc il va être aussi à 1. Au contraire, si le premier qubit est à 0, on ne fait pas de nom sur le second qubit, et donc il restera à 0. Autrement dit, les deux qubits ont la même valeur. C'est soit ils sont les deux à 0, soit ils sont les deux à 1. Alors vous allez me dire, ouais, c'est super, on a fait une copie. On a copié le premier qubit dans le deuxième. Non, pas exactement. Parce qu'en fait, on ne fait pas de copie. Ce qui est intéressant, là, c'est ensuite, on sépare les deux qubits. On les sépare, chacun à un endroit opposé de l'univers. Et rappelez-vous, en fait, ils sont dans un état de superposition tant qu'on ne les a pas mesurés. Donc il suffit d'en mesurer un, en fait, pour que instantanément, l'autre se place dans la même valeur que le premier, alors qu'ils peuvent être espacés de milliards d'années-lumière potentiellement. Et du coup, on a ce qu'on appelle le phénomène d'intrication, et Einstein, ça le gênait beaucoup, c'est pour ça qu'il parle d'action fantôme à distance, parce qu'il ne voyait pas trop comment c'était possible que, entre guillemets, se tienne informé qu'il y en a un qui a été mesuré, et que instantanément, du coup, le second prenne la même valeur que le premier, sans qu'on connaisse auparavant la valeur du premier. Voilà, vous avez une plus grande liste de simulateurs, mais bon, je vous ai mis les 3 que je préférais, mais sinon, il en existe plusieurs dizaines, si vous voulez aller voir davantage, explorer davantage. Alors c'est bien les simulateurs, mais c'est encore mieux quand vous pouvez calculer en vrai. Donc là, je vous ai regroupé sur cette slide-là. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Les 5 services cloud accessibles aujourd'hui aux particuliers gratuitement. Donc sur ces 5 services-là, vous pouvez vous inscrire et jouer avec des vraies puces quantiques pour le coup. Alors j'avais fait il y a 4 ans une première présentation où j'avais fait une démonstration sur l'ordinateur quantique de Bristol. Alors c'était 2-3 qubits, ça va pas bien loin, mais j'avais montré qu'on pouvait faire des additions en parallèle sur ce système-là. Depuis, il y a eu pas mal de progrès, on n'en est pas à 2-3 qubits. Il y a le géant chinois Alibaba, donc l'équivalent de notre Google, mais Alibaba, c'est pareil, ils font un peu tout. Ils se sont lancés aussi sur le cloud quantique, donc ils proposent une puce quantique à 11 qubits. Alors, un peu compliqué à utiliser leur système, ceci dit, pas très naturel. Il y a IBM qui a fait sans doute le système le plus user-friendly. Donc si vous voulez démarrer, c'est probablement sur IBM, ça sera le plus simple, IBM Q-Experience, qui vous propose des calculs jusqu'à 14 qubits et 20 qubits pour les clients privés. Donc, vous avez entendu, il faut payer, mais gratuitement, vous avez accès jusqu'à 14 qubits. Rigetti qui propose des calculs à 19 qubits gratuitement, et puis pour les clients un peu plus, a priori il sortirait du 128 d'ici très peu de temps. Et sinon D-Wave, qui est une société canadienne qui a été notamment mandatée par la NASA,
Par contre, société assez décriée, parce que D-Wave propose une puce quantique à 1000 qubits, et même ils en ont derrière à 2000 et 4000. Alors, il y a beaucoup plus de qubits, mais ce ne sont pas des puces qu'on appelle universelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tourner n'importe quel problème dessus, hein, contrairement aux autres, où on peut modéliser n'importe quel circuit. Ici, D-Wave permet juste de faire de l'optimisation de fonctions. Hein, donc, vous voulez optimiser des fonctions avec plein de paramètres, vous cherchez la valeur des paramètres pour obtenir le minimum ou le maximum de la fonction. Bah, oui, c'est parfaitement adéquat. D'ailleurs, il y a Volkswagen et la NASA hein, qui se servent de l'ordinateur de D-Wave pour gérer par exemple des problèmes de bouchons dans une ville, hein, donc de l'optimisation numérique, oui, ça marche. Par contre, vous ne pouvez pas faire de la crypto typiquement, ou beaucoup plus difficilement sur ce genre de puces. C'est ce qu'on appelle des puces adiabatiques, donc pas universelles. Hein, on ne peut pas modéliser absolument tout ce qu'on veut dessus, uniquement pour faire de l'optimisation. Un petit peu différent, on va dire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'on peut faire en termes de crypto avec ces puces quantiques et ces services de cloud quantique. Alors déjà, il y a des petites optimisations, des petites astuces qu'on peut faire. Là, il s'agit par exemple d'étudier une P-box. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est une P-box. Une P-box, c'est une primitive cryptographique qui va appliquer une permutation à un ensemble de bits. Donc on a un ensemble de bits en entrée, on va avoir un ensemble de bits permutés en sortie. L'idée pour reverser la P-box, c'est-à-dire inverser l'opération cryptographique, ça va être de décomposer la permutation en permutation simple, c'est-à-dire en permutation de 2 éléments. Hein, n'importe quelle permutation, vous pouvez la décomposer en permutation de 2 éléments, et c'est une composition de permutation de 2 éléments. C'est comme au Rubik's Cube, hein, pour reconstituer un Rubik's Cube, vous avez une composition de différentes permutations qui vous permet d'arriver à une permutation complexe qui est de celle de la résolution du Rubik's Cube. C'est exactement la même chose. Donc, la méthodologie hein, pour reverser une P-box, c'est de décomposer en permutations simples. Ensuite, des permutations, c'est quoi au niveau quantique? C'est utiliser des portes swap. C'est simplement inverser 2 qubits. Sauf que des portes swap, ce n'est pas des choses qu'on trouve dans des puces quantiques. Et la petite astuce, donc, c'est du coup de voir qu'une porte swap, c'est l'équivalent de 3 portes CNOT qui sont tête bêche. Et du coup, les portes CNOT, c'est l'opération la plus simple à 2 qubits, donc c'est une primitive que vous trouvez sur toutes les puces quantiques. Et donc, avec 3 portes CNOT tête bêche, vous faites un swap, et avec un ensemble de permutations simples, vous faites une permutation complexe. D'accord ? Ensuite, puisque ces opérations-là sont réversibles, il suffit de lire le circuit à l'envers. C'est-à-dire que vous avez appliqué la permutation en déroulant votre circuit. Comme toutes mes opérations sont réversibles, je peux très bien exécuter le programme à l'envers. Et du coup, je vais partir de mon résultat de sortie et réobtenir mon résultat d'entrée. Et ainsi, voilà, j'ai inversé ma P-box. Donc c'est une méthodologie pour inverser une P-box universelle. Voilà. Alors, ensuite, il faut voir qu'il y a 2 façons, de manière générale, d'inverser une primitive cryptographique. Une première façon, c'est justement de coder, d'implémenter un circuit dans lequel toutes les portes sont réversibles, et du coup, votre circuit, il suffit de le lire à l'envers, comme on vient de le faire, pour inverser la fonction. Donc ça, c'est une méthodologie un petit peu nouvelle. On n'a pas l'habitude de coder un programme dans lequel chaque ligne du programme soit réversible. Parce que quand vous faites A égale 5 dans un programme, vous avez détruit la valeur de A et vous savez pas retrouver ce qu'il y avait avant la valeur 5 dès que vous affectez une variable. Là, l'idée, c'est de faire que des opérations réversibles. Et si vous implémentez un algorithme avec des opérations réversibles, il suffit de lire en fait, le programme à l'envers et du coup, vous avez inversé l'algorithme. Donc, comme de la même façon que ce qu'on a fait avec la P-box auparavant. Alors, ceci dit, toutes les opérations ne sont pas réversibles d'un point de vue mathématique. Il y a beaucoup de fonctions qui ne sont pas réversibles du tout. Là, on peut utiliser des petites astuces. Ensuite, si une fonction n'est pas réversible, c'est-à-dire, par exemple, vous avez plusieurs antécédents pour la même image, par exemple, on peut envelopper la fonction, c'est-à-dire rajouter des qubits en entrée ou en sortie pour que ça le devienne. C'est-à-dire, on essaye de désambiguiser les doublons, en rajoutant des qubits en entrée ou en sortie. Donc on arrive toujours, en rajoutant des qubits en entrée ou en sortie, à rendre une fonction réversible. C'est ce qu'on appelle envelopper une fonction.
Et du coup, on va avoir des qubits, entre guillemets, temporaires, Ancilia qubits en anglais. Et ces qubits temporaires-là, bah, ils vont rester à la sortie, mais c'est pas grave, on s'en sert pas. En plus du résultat, il y aura des qubits temporaires. Voilà. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas gênant, parce qu'on peut même, quand on voudra inverser la fonction, bah, tester toutes les valeurs possibles de ces qubits temporaires. S'ils sont très peu nombreux devant le nombre de qubits de la sortie, on peut tester toutes les valeurs. Imaginez, vous avez 2 qubits temporaires en plus de votre résultat. Vous avez besoin d'inverser le résultat. Le problème pour inverser le résultat, c'est qu'il faut avoir toutes les qubits de sortie, dont les 2 qubits temporaires. Bah, vous avez 4 possibilités pour 2 qubits temporaires. Soit c'est 0, 0, soit c'est 0, 1, soit c'est 1, 0, soit c'est 1, 1. Donc du coup, ça vous fait 4 circuits à exécuter, et vous êtes certain d'avoir inversé votre algorithme. Donc si les qubits temporaires sont très peu nombreux devant les qubits de sortie de votre résultat, ça marche toujours. Et du coup, vous avez inversé une fonction qui n'est pas réversible. Donc c'est ça qui est sympa. L'autre méthode, mais qui est une méthode qui est connue, mais pour l'instant qui n'est pas applicable parce qu'elle est très consommatrice de portes, c'est de faire ce qu'on appelle un oracle de Grover. Alors ça commence à être des gros mots quantiques. L'oracle de Grover, en fait, c'est un algorithme purement quantique, je n'ai pas inventé, hein, ça existait depuis bien longtemps, qui permet de faire une recherche parmi un ensemble de données. Une recherche parmi un ensemble de données non triées, donc vous avez n données, hein, par exemple une liste avec des données, une liste non triée, et l'oracle de Grover est capable de vous trouver la bonne valeur, celle qui vous convient, donc c'est à vous de dire quels sont vos critères, en seulement racine de n opérations. Là où, normalement, l'ordinateur le meilleur le ferait en n sur 2 opérations, parce qu'il faut parcourir en moyenne la moitié de la liste avant d'avoir 50% de chance de trouver la valeur. L'oracle de Grover est capable de lire plusieurs valeurs à la fois, en parallèle, grosso modo, et d'arriver à vous trouver votre bonne valeur en racine de n opérations. Et c'est une façon aussi d'inverser le résultat, mais en racine de n opérations. Alors, appliquons ça maintenant à CRC8. CRC8 qui est un algorithme de checksum. Alors, ce n'est pas un hash cryptographique, CRC8 bien entendu. Mais c'est relativement intéressant de le faire quand même, puisque ça va être une des plus simples primitives qu'on peut implémenter en vrai sur un ordinateur quantique et sur lequel on peut vraiment faire de l'exécution. Alors l'idée, c'est de faire une implémentation de CRC8 un petit peu naïve, d'essayer de la simplifier éventuellement, et on obtient quelque chose comme ça. Alors ça je l'avais présenté il y a 4 ans. En gros, vous voyez, c'est que des portes CNOT qui sont un peu sous forme de toboggan, donc vous voyez qui descendent. Là, vous avez 8 qubits en entrée, 8 qubits temporaires, et vous avez votre résultat en sortie ici. Voilà. Le problème, c'est que vous avez autant de qubits temporaires que de qubits de sortie, ce qui fait qu'on ne peut pas inverser facilement l'algorithme, puisqu'il faut connaître aussi les valeurs de sortie de toutes les variables temporaires que vous avez utilisées dans votre programme, ce qui n'est pas une sinécure. Voyons si on peut faire mieux. Alors comment on peut faire mieux? Simplement en essayant de fabriquer une table booléenne, une table de vérité. Si vous vous rappelez ce que vous avez fait au collège, lycée peut-être, table de vérité de la fonction, avec toutes les entrées, toutes les sorties. Et l'idée, c'est ensuite d'essayer de simplifier cette table de vérité avec des et des ou pour en fabriquer une fonction booléenne. Et de cette façon-là, vous n'aurez plus de qubits intermédiaires, de qubits de variables intermédiaires. Et du coup, on peut, à l'aide d'un framework qui s'appelle RefKit, qui est fait par des Suisses, l'idée, ça va être d'utiliser ce framework-là, pour trouver une fonction réversible qui donne cette table de vérité. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est optimal. Donc, on peut montrer que c'est le circuit le plus efficace, le plus petit, optimal pour reverser CRC8, et il est composé uniquement de 12 portes CNOT. Avec 12 portes CNOT et aucun qubit intermédiaire, vous inversez totalement l'algorithme CRC8. Donc voilà l'algorithme vu dans Quantum Inspire. Le voilà sous forme de partition. Donc là, vous mettez votre entrée de l'algorithme. En fait, ça sera la sortie de CRC8. Donc par exemple, on veut inverser la sortie 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Là, vous avez le circuit avec les 12 portes CNOT. Et ensuite, vous faites vos mesures à la sortie. Et vous allez retrouver l'entrée du CRC. Donc vous avez inversé votre CRC8, autrement dit. Voilà ce que ça donne donc, quand on simule le circuit avec 12 portes. Alors,
dans une situation parfaite, c'est-à-dire c'est une simulation sans bruit. Donc ça donne 100% des fois la valeur 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, voilà, qui est la bonne valeur. Hein. Si vous avez un doute, vous pouvez faire le calcul de CRC par vous-même. Voilà, quand on rajoute du bruit, hein, donc quand on considère que c'est pas parfait et qu'il y a des erreurs dans les mesures, dans les portes, etc. Donc vous avez effectivement quelques valeurs parasites, mais grosso modo 92% des fois vous mesurez la bonne valeur. C'est ce qui est quand même pas trop mal. Et je vous propose de faire l'expérimentation en live sur l'ordinateur d'IBM, hein, la puce quantique d'IBM. Donc voilà le programme en Python dans le framework QSKIT, qui est le framework recommandé par IBM. Voilà donc le circuit. Hein, on prend donc cette valeur ici de CRC, donc 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, notre circuit d'inversion, et ensuite on va faire des mesures sur les qubits, et on va lancer ce petit programme-là en espérant... l'ordinateur d'IBM, hein, il y a du monde, hein, je ne suis pas le seul dessus, donc il y a une file d'attente hein, potentiellement de gens qui ont lancé leurs calculs. Voilà, donc je vais lancer sur une puce qui s'appelle IBM Q16 Melbourne, hein, qui est en fait à 14 qubits. Vous voyez, donc le calcul s'initialise ici. Vous avez la valeur en simulation, qui est la bonne valeur. Et comme on a des erreurs sur une puce quantique, il faut toujours lancer le calcul plusieurs fois. Et traditionnellement, IBM vous recommande de le lancer 1024 fois. Donc en fait, on fait 1024 tirages avec le même programme. Donc c'est initialisé, c'est mis en file d'attente. Donc je vous propose qu'on avance dans la présentation et puis on reviendra. J'espère qu'il sera sorti de la file d'attente. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne devant nous et que du coup, on aura les résultats. Voilà donc le programme. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce programme-ci, il n'est pas limité à son intérêt purement pratique. Voilà dans Quirk, en fait, donc là vous avez la simulation du programme, hein, donc vous inversez 0, 1, 0, 0, 1, 0, et vous trouvez les valeurs ici en sortie, donc ça vous inverse le CRC8. Ce qui est plus intéressant, c'est pas d'inverser une valeur de CRC, mais plusieurs. C'est-à-dire plutôt que de mettre des CRC fixés, ici, on va mettre des portes d'Adamar. Donc, on va dire qu'en fait, on cherche à inverser des valeurs de CRC où ici, ça peut valoir 0 ou 1. Ensuite, ici, ça vaut 0. Ici, ça vaut 0. Ici, ça vaut 0. Ici, ça vaut 0 ou 1. Ici, ça vaut 0. Ici, ça vaut 0. Et ici, ça vaut 0 ou 1. Autrement dit, là, on essaye d'inverser 8 CRC d'un coup. Hein, en lui disant, ici, j'ai une incertitude, ça vaut 0 ou 1. Là, j'inverse et vous voyez, vous avez le résultat en fait, qui s'affiche ici. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a trouvé de manière théorique que ici, ça nécessitait d'avoir un bit qui est fixé à 0 ici et un bit fixé à 0 ici. Je peux faire du drag and drop ici. Et vous voyez les résultats s'afficher en live. C'est-à-dire que ça permet de trouver des similarités entre les valeurs d'entrée pour certaines familles de valeurs de sortie. Hein, des contraintes, autrement dit, sur la valeur d'entrée des bits à inverser sur le CRC8. Donc c'est relativement aussi intéressant pour étudier les résultats de manière théorique. Alors là, on a vu sur une P-Box et puis sur CRC8. J'ai fait, alors sur CRC8, je vous ai présenté le résultat optimal, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, il y a 12 portes, c'est l'optimum. Je vous ai montré la méthodologie pour des P-Box. Je me suis amusé à faire la même chose sur des S-Box, les S-Box d'AES. Donc cette fois-ci, S-Box, c'est une substitution. Hein, je substitue des bits par d'autres en entrée et j'ai une sortie. Voilà le descriptif de la S-Box d'AES, donc je vous laisse le lire, mais ce n'est pas l'objet du débat. Hein. Ceci dit, vous trouverez une description précise sur Wikipédia. Et voilà le circuit, par contre, assez complexe, et là c'est tout petit, parce que là c'est très difficile de trouver l'optimum. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'optimum. Je sais que le circuit requiert au moins 14 portes de profondeur hein, pour arriver à inverser la S-Box d'AES, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de biais hein, dans la S-Box d'AES et qu'on ne peut pas la modéliser entre guillemets simplement ou l'inverser simplement, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc j'ai trouvé un circuit qui nécessite quand même 281 portes PolyX, CNOT et Toffoli. Je sais que l'optimum est entre 14 et 281, mais je ne suis pas arrivé à simplifier moins que 281. Donc pour le coup, là, c'est trop gros hein, en termes de profondeur de circuit pour tourner sur une vraie puce quantique. Donc là, ça reste que théorique pour S-Box d'AES.
Voilà, une autre idée peut-être à poursuivre, hein, mais là encore les capacités des calculateurs sont un petit peu limitées, ça serait d'arriver à faire du déchiffrement de messages donc chiffrés avec des masques jetables, hein, de type XOR. Si on fait simplement la remarque qu'un message en anglais, c'est un message en ASCII, et donc pas en ASCII étendu, hein, et un message en ASCII, donc ce sont des caractères ASCII entre 0 et 127. Et donc ça veut dire que le bit de poids fort de chaque caractère d'un message en clair est à 0. Autrement dit, vous pouvez utiliser un oracle de Grover, hein, qui vous fasse tous les déchiffrements en parallèle, donc coder juste l'algo XOR pour inverser le chiffrement. Alors, le problème, c'est de retrouver le clair dans tout ça. Et le clair, vous le faites avec un algorithme de Grover en fait, qui fait un et sur tous les bits de poids fort du supposé message en clair. Et si tous les bits de poids fort sont à 0, bah, vous trouvez que des caractères ASCII en sortie de vos circuits, et donc probablement que des lettres anglaises en sortie. Donc ça donne une nouvelle approche pour faire du déchiffrement XOR par oracle, sans supposition sur la clé, aucune. Voilà, alors si on résume un peu les différentes menaces, vous avez deux grandes familles de menaces sur les systèmes actuels. Sur tout ce qui est cryptographie symétrique, le meilleur algorithme à l'heure actuelle pour trouver une clé d'un algorithme symétrique, c'est l'algorithme de Grover. Et l'algorithme de Grover, je vous ai dit, c'est une recherche en racine de n. Il n'y a pas mieux que ça. C'est-à-dire qu'on a démontré que c'était l'optimal. Autrement dit, rechercher un espace de clé en racine de n, ça équivaut en fait à diviser la taille de la clé par 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, AES 128 est réduit à un AES 64, autrement dit, hein, si on utilise un ordinateur quantique. Et on sait casser du 64 bits puisque c'est le plus grand record, hein, en termes de cassage de clés symétriques, hein, c'est 64 bits précisément. Donc avec un ordinateur quantique, on serait supposément capable de casser de l'AES 128. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il suffit de doubler toutes les tailles de clés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez de l'AES 128, vous doublez votre taille de clé, comme ça, vous utilisez de l'AES 256. Comme l'algorithme de Grover est optimal, en fait, vous resterez toujours en delà de toutes les attaques quantiques possibles. Donc il suffit simplement de doubler toutes vos tailles de clés symétriques et vous restez complètement hors de portée de toutes les attaques quantiques actuelles ou à venir. C'est ça qui est bien. C'est plutôt rassurant. Par contre, pour l'asymétrique, c'est un petit peu différent, parce que pour l'asymétrique, vous avez un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Shor. Je ne vais pas le détailler, parce que c'est assez complexe. Je vais revenir des transformés de Fourier, notamment, et puis un peu de théorie des nombres. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme de Shor, lui, il est polynomial. Ça veut dire que quand vous doublez votre taille de clé RSA, grosso modo, vous avez juste à doubler la taille de circuit de l'attaquant pour arriver à casser la clé. Et là, c'est un petit peu embêtant. Parce que normalement, quand on cherche à doubler une taille de clé, c'est qu'on veut de manière exponentielle rendre complexe le cassage. Or là, si l'attaquant il a juste aussi à doubler la taille de ses capacités lorsque vous doublez la taille de clé, c'est une course un peu sans fin. Et au final, il n'y a malheureusement pas de solution quand vous utilisez des cryptosystèmes asymétriques. Tout est cassé by design, parce qu'en fait, l'attaque est aussi performante, on va dire, que la défense, hein, malheureusement. Donc là, c'est d'utiliser un algorithme post-quantum, la solution. Alors, parlons de post-quantum, on en est où ? Vous avez un site qui est super bien, qui s'appelle qubitcounter.com, qui vous retrace un peu au jour le jour tous les records. Alors, qui a le record et à combien de qubits il en est, avec les différentes dates. Alors, il y a 4 ans, on n'avait pas ça, et donc on ne savait pas du tout comment ça évoluait. Et il y avait des spéculations de savoir est-ce que ça évoluait linéairement, est-ce que ça évolue de manière exponentielle. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Voilà, j'ai reporté les points sur un graphique. Je crois que c'est assez clair que c'est exponentiel. Autrement dit, on a une sorte de loi de Moore, hein, comme on parle en informatique classique, c'est-à-dire qu'on a un doublement tous les 18 mois. Hein, ça, c'était la loi de Moore. Bon, là, c'est pas tous les 18 mois, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a clairement une courbe exponentielle. Et donc, c'est pas une progression linéaire. Hein. Autrement dit, on va très très vite probablement monter dans les milliers de qubits et donc avoir la puissance nécessaire en pratique pour casser du RSA ou pour casser de l'AES ou d'autres systèmes cryptographiques, on va dire, un peu sérieux. Voilà. Donc du coup, il est urgent de se pencher sur les alternatives. Les alternatives, il y a 6 familles d'algorithmes cryptographiques pour les alternatives, hein, donc c'est ce qu'on appelle la post-quantum crypto. Et vous avez une conférence annuelle qui est dédiée au sujet. Ça sera sa 10e édition en 2019 et elle aura lieu en Chine, voilà, sachant que cette année c'était aux États-Unis. Voilà, donc il est urgent d'avoir des solutions et pour l'instant il y a une solution, on va dire, en vogue pour les systèmes asymétriques.
parce qu'on sait que le symétrique, au final, ça sera résistant. Donc on peut continuer à utiliser du symétrique en doublant les tailles de clés. Par contre, pour la symétrique, on n'a pas vraiment de solution de remplacement. La plus sérieuse, c'est NTRU. NTRU, qui est un algorithme qui permet de faire du chiffrement et de la signature électronique, qui pour l'instant résiste à toutes les attaques. Mais ça ne veut pas dire qu'il est résistant aux attaques quantiques. Ça veut dire que pour l'instant, on ne sait pas le casser avec. Malheureusement, on n'a pas de preuve que ça soit post-quantum resistant. Et du coup, c'est probablement un des successeurs de RSA ou de DSA ou d'Elgamal, tout ce qui est asymétrique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vais prendre 2-3 questions. Je précise juste très rapidement, ça sera vraiment 2-3 questions parce qu'on est un peu beaucoup serré par le temps. Où est passé le cube? Là-bas. J'en profite juste, tant qu'à faire, pour poser une question. Sauf erreur de ma part, Groover s'implique aussi sur les algorithmes de hash. Oui, c'est tout ce qui est symétrique et algorithme de hachage, effectivement. Ouais, c'est pareil. Et Shor, parce que j'ai eu un débat récemment avec un collègue, ça touche aussi le logarithme discret. Tout à fait. Shor, c'est tout ce qui est asymétrique, donc c'est factorisation et logarithme discret essentiellement, effectivement. Donc échange de clés notamment. Diffie-Hellman est touché par Shor, typiquement. Et même, pour être plus précis, même le logarithme discret est plus facile à casser que RSA. Et c'est pour ça que la NSA, en fait, avait déconseillé pour les entreprises de passer par des courbes elliptiques avant de passer à la post-quantum crypto. Ça ne veut pas dire qu'ils savent le casser, ça veut dire qu'en fait, ça ne vaut pas l'investissement de passer par un système plus faible avant de passer à du plus fort. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les courbes elliptiques, c'est plus fort que du RSA, au jour d'aujourd'hui. Par contre, dans le mode post-quantique, ça sera moins fort. C'est ça qui est très drôle, c'est que c'est un système qui est plus fort à l'heure actuelle, mais qui sera plus facile à casser dès qu'on aura des systèmes quantiques. Donc ça dépend dans quelle ère on se place. Si on se place dans l'ère, on n'a pas encore d'ordinateur quantique, ou si on se place dans l'ère, on a un ordinateur quantique. Et la difficulté se renverse complètement, en fait. C'est ça qui est drôle. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Pour l'oracle de Grove, en fait, ce qu'il faut lui fournir, du coup, c'est une espèce de fonction d'évaluation booléenne, c'est ça? Exactement. C'est une boîte noire qui va dire oui ou non, est-ce que c'est la valeur qui m'intéresse, avec juste des si sur l'ensemble des bits. Exactement. Et cette boîte noire, vous pouvez l'utiliser, peu importe la boîte noire, l'algorithme est toujours le même et nécessite racine de n fois la boîte noire, l'évaluation de la boîte noire, pour vous trouver la bonne valeur parmi une liste non triée. C'est exactement ça. Une dernière. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une petite question. Tout à l'heure, tu parlais des 1% d'erreur, grosso modo, à chaque profondeur. Ouais. C'est dû à des problèmes d'isolation, en fait? Alors, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au bruit, donc effectivement à des problèmes d'isolation, mais aussi à la fidélité des portes. Quand on applique une porte non ou une porte et, elle n'est pas parfaite physiquement, il y a des petits biais. Et il y a aussi la fidélité de la mesure. Quand on mesure, est-ce qu'on est bien sûr de bien mesurer correctement ou pas d'introduire une erreur quand on mesure? Donc c'est tous ces petits biais cumulés, le bruit, la fidélité des portes et la fidélité des qubits, donc les trois cumulés, qui font à peu près l'erreur d'1% par porte. Et les géants du net sont en train d'essayer de réduire ce 1% de manière à ce qu'on puisse faire des circuits plus profonds surtout. On n'est pas trop limité en termes de largeur de circuit, mais plus en termes de profondeur à l'heure actuelle. Merci. Merci à vous.